Tout le monde a besoin de mesures, et ceci depuis la haute antiquité, car c'est un outil qui permet d'avoir confiance, soit dans son travail, soit dans ses achats. Des contes de notre enfance aux livres ou films historiques, nous rencontrons souvent des unités de mesure anciennes. Après avoir rappelé l'utilité d'un étalon bien défini, nous allons présenter succinctement les principales unités employées avant la Révolution, des unités communes au moins usuelles. Pour illustrer cette notion d'étalonnage, prenons un exemple simple didactique. Dans une recette de gâteau, il est écrit prendre 12 cuillères à soupe de farine. On se doute que cette instruction n'est pas très claire, que la quantité de farine est sujette à variation. La quantité sélectionnée va dépendre de la matière, quel type de farine, quel est le grade, etc. De l'instrument ou de la machine. Ici, une simple cuillère. Mais est-ce que sa forme, sa contenance, sa matière n'influent pas sur la mesure? Il y a aussi la main-d'œuvre, de la capacité intellectuelle, savoir compter, et physique, ne pas trembler. Il y a également, est-ce que la méthode est bien définie? Au niveau de la recette, du remplissage de la cuillère, est-ce qu'elle est rase, bombée, comble? Et puis, une dernière influence qui est moins évidente, c'est le milieu. Par exemple, est-ce que le temps sec ou humide, l'éclairage, la température aura une influence sur la quantité sélectionnée? On retrouve l'esprit d'une démarche cinquième. C'est le diagramme bien connu d'Ishikawa. L'étalon, ce n'est pas la cuillère, mais la quantité de farine saisie. Pour que l'étalon fasse consensus, il faut être d'accord pour choisir une certaine quantité, de la même grandeur physique. Celle-ci deviendra la grandeur unité. On voit bien que dans cet exemple simpliste, la définition de l'étalon n'est pas très claire. Très tôt, les gouvernants, au niveau national, ont essayé de définir un système d'étalons, comme la coudée du pharaon, le pied du roi, etc., avec plus ou moins de succès, comme nous le verrons. On peut citer à titre d'exemple Charlemagne, en 789, qui essaye d'imposer un système de mesure de masse. 13 godets qui s'emboîtent les uns dans les autres, ce qu'on appellera la pile de Charlemagne, permet de définir différents étalons de masse. Ces noms seront employés pendant 1000 ans. Pour faire des mesures dans tout le royaume, on a besoin de copies fidèles, ce qu'on appelle la chaîne d'étalonnage. Cette chaîne n'est pas maîtrisée. Les pouvoirs politiques locaux, au niveau des provinces, les différentes corporations, vont promouvoir une multitude d'unités dérivées. En 1671, Colbert avait essayé de rendre le système de poids et mesure uniforme suite au développement du trafic maritime. De par sa fonction, Colbert était sensible à ce problème, car il avait une vue globale sur tout le royaume. Mais un sujet du roi qui voyageait peu se sentait moins concerné par ces problèmes d'étalons. La Magna Carta fut signée par le roi d'Angleterre, Jean Santerre, le 15 juin 1215, sous la pression des barons et des évêques. Cette charte, destinée à limiter l'arbitraire du pouvoir royal, un chapitre qui lutte également contre la grande disparité des mesures. Dans un article, on peut lire « Il y aura une même mesure pour le vin dans tout notre royaume, et une mesure pour la bière, et une mesure pour le grain, etc. » Pour que le peuple s'approprie les unités de mesure, il faut qu'elles lui parlent. Que ce soit en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce ou dans l'Empire romain, le plus facile était de se référer à des parties du corps ou des objets courants. On retrouve souvent des mesures de longueur exprimées en coudées, du coude jusqu'au bout des doigts, en pieds ou relatives à la main, comme l'empan, la palme, la paume, le doigt, l'anse, etc. Pour avoir un ordre de grandeur, la longueur de la coudée est environ 52,5 cm. Sa valeur fluctue en fonction des époques et du lieu.
Au Moyen Âge, les bâtisseurs de cathédrales utilisaient une canne spéciale, appelée également quine, représentant 5 unités mises bout à bout. On retrouve la coudée, le pied, l'empan, la palme et la paume. Cette canne a des propriétés remarquables. La coudée est la somme du pied et de l'empan. Le pied est lui-même la somme de l'empan et de la palme, et l'empan est la somme de la palme et de la paume. Ce principe de calcul fait penser à la suite arithmétique de Fibonacci. Dans cette suite, à partir de la troisième position, on obtient automatiquement la valeur en faisant la somme des deux précédentes. À partir de quelques pas de calcul, on observe que chaque valeur est égale à la précédente multipliée par un chiffre constant de valeur voisine de 1,618. On peut dire que cette suite obéit à une progression géométrique, de raison proche de 1,618. La limite est égale au nombre d'or, phi. Pour la quine, la raison correspond exactement au nombre d'or. Si on part de l'équation suivante, où coudée plus pied sur coudée est égal à coudée sur pied, par définition. Si on pose que le pied est l'unité de base, c'est-à-dire 1, l'unité, on trouve comme valeur de la coudée, en résolvant une équation du second degré, on remarque que la coudée, alors, serait égale à 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire phi. Notons que le nombre d'or est aussi appelé parfois la divine proportion. Cette construction géométrique peut être illustrée en regardant un pentagone.